Bon, merci Marie-France. Tout à l'heure, je vais recevoir sur le plateau d'Encordé 2 sociétés qui ont fait une co-création là. Ils ont créé ensemble une société qui s'appelle Hayden. C'est un super projet. La co-création, ça permet de résoudre et de penser le problème plus large. Donc moi, j'aime beaucoup ça, les co-créations d'entreprises. Ça forge les outils d'innovation. Surtout que là, ça permet de parler de l'importance primordiale de la transition écologique des bâtiments, et notamment de la réduction énergétique. Voilà, donc j'espère que j'arriverai à bien faire parler mes invités, à leur poser les bonnes questions, et surtout à obtenir les bonnes réponses. Ça y est, je suis prêt, Marie-France? Je peux y aller? Allez, on y va. Me voici arrivé sur le plateau d'Encordé. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour Olivier. Séquence Vision. Pierre, Didier, question croisée. La stratégie nationale bas carbone engagée par le gouvernement tend à une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et se fixe à une neutralité carbone de la France à l'horizon 2050. Dans ma question, 2 sous-questions. D'abord, est-ce possible? Et deuxièmement, faut-il chausser d'autres lunettes pour scruter à la fois la responsabilité de la construction d'une part et de l'exploitation des bâtiments d'autre part? Pierre, on commence par toi. Alors évidemment, le bâtiment a une grande responsabilité dans la diminution des émissions de CO2. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il émet énormément de CO2. C'est à peu près 27% des émissions de CO2 en France. Et donc la profession, que ce soit à la construction ou à l'exploitation du bâtiment, a une énorme responsabilité au-delà du cadrage, on va dire, juridique par les lois que font le gouvernement. Tous les exploitants du bâtiment doivent être en responsabilité et trouver des solutions techniques pour diminuer les émissions de CO2 bâtimentaires. Didier, cet objectif à 2050, d'abord, est-il possible, est-il réalisable, même s'il est souhaitable? Et puis, comment faire? Alors, est-ce qu'on vise d'abord la construction ou l'exploitation? Et me dis pas les deux, mon général. Hein. Alors, d'abord, c'est vital de l'atteindre. Hein, donc, je crois qu'il ne faut pas se poser la question de savoir si on va y arriver ou pas. C'est absolument nécessaire. Alors après, la question, c'est de se poser la question des leviers. Quels sont les leviers pour y arriver? Alors, clairement, si on veut baisser les consommations de CO2, il faut déjà baisser les consommations d'énergie. Hein. Donc, baisser les consommations d'énergie, il y a différents types de leviers. Hein. Il y a déjà les usages. Il y a effectivement les déperditions, c'est-à-dire améliorer l'enveloppe, l'isolation de l'enveloppe. Il y a également changer les modes de production d'énergie, hein, avoir des modes de production qui soient beaucoup plus efficients. Hein. Et puis, bien conduire les installations, c'est-à-dire être au juste niveau des besoins. Bon, écoutez, tout ça c'est fort intéressant. On va passer à la séquence Chamboule tout. Pierre, aujourd'hui, il faudrait avoir une autre façon de penser et d'aborder la décarbonation. Parce que certaines solutions qu'on prenait pour acquises ne sont peut-être pas les bonnes ou ne suffisent pas ou ne suffisent plus. J'en cite 2, grâce à toi, les matériaux biosourcés et la rénovation énergétique dont vient de nous parler Didier, des bâtiments qui engendrent peut-être aussi une propre pollution. Pierre, comment accélérer cette transition écologique avec bon sens et surtout avec un vrai résultat? Alors, désolé de te contredire, mais il y a quand même un en même temps. C'est-à-dire que... décidément, vous êtes très gouvernement. Oui, je suis désolé. Responsabilité, comme dit Monsieur le Premier ministre, et en même temps, comme dirait Monsieur le Président. Non, mais disons qu'il faut vraiment avancer sur 2 jambes. Il faut décarboner la construction du bâtiment et l'enveloppe, parce qu'aujourd'hui, elle est très carbonée. Il faut savoir que quand on rénove l'enveloppe des bâtiments, donc quand on assure l'isolation des bâtiments, au jour d'aujourd'hui, 90% des produits qu'on utilise sont des produits qui viennent du monde du pétrole et donc sont plutôt très carbonés. Quand ils ne sont pas biosourcés. Quand ils ne sont pas biosourcés. Donc D'accord. de ce côté-là, il faut monter en puissance sur des matériaux biosourcés et c'est quand même un chemin difficile et long. C'est une opportunité pour la France parce que on va sûrement produire des produits biosourcés en France,
Mais c'est un chemin qui sera long et difficile. Le deuxième chemin possible, et c'est le en même temps, c'est décarboner l'exploitation des bâtiments. Et dans l'exploitation des bâtiments, il y a bien entendu l'énergie. Toute l'énergie est responsable d'une grande partie des émissions de CO2 des bâtiments. Dans l'énergie, il y a l'électricité, du luminaire par exemple, des ordinateurs qui sont dans le bâtiment, mais il y a aussi toute la fonction thermique, ce qu'on appelle la fonction thermique, c'est-à-dire le chauffage et la climatisation. Et il faut bien se rendre compte que le chauffage et la climatisation sont les principaux coupables des émissions de CO2, puisque c'est 75% des émissions de CO2 viennent du chauffage et de la climatisation une fois qu'on a construit le bâtiment. Si Hugo veut bien nous envoyer le jingle Alliance. Et pour l'Alliance, on s'adresse aussi à Didier, parce que je voudrais savoir pourquoi IDEX, acteur reconnu des services et des infrastructures énergétiques, a-t-il co-créé Heyden? Et deuxièmement, pourquoi avoir pris le risque d'annoncer des objectifs très très hauts, comme la réduction de la consommation énergétique du bâtiment, avec un objectif de moins de 60%, et des émissions de CO2 avec un objectif de moins 80%. Hein, c'est ce que j'ai lu dans le CP, dans le Vous avez bien lu. Communiqué de presse. Alors, bon, déjà, le métier d'IDEX, c'est de prendre des engagements de réduction des émissions de CO2 et d'énergie. Alors on les prend, on les tient ? Alors, on les prend et on les tient. Ah ouais, voilà. d'accord. Autrement, voilà, nos clients ne nous reconsulteraient plus. Hein. Voilà. Donc, c'est parce que cette technologie le permet. C'est une technologie de rupture, puisque elle permet d'être extrêmement sobre, cette technologie, en termes de consommation d'énergie, puisque le propre, c'est d'utiliser l'inertie thermique du sol et de produire de la chaleur l'été pour la stocker, pour l'utiliser l'hiver, et réciproquement, de stocker en hiver du froid pour l'utiliser l'été. Donc, l'inertie thermique du sol et l'intelligence artificielle du système de pilotage mis en place par Axanta permet d'être extrêmement vertueux en termes de sobriété énergétique. Alors justement, Pierre, dans cette alliance Heyden, Axanta est le petit feu Tout à fait. qui apporte petit à petit sa technologie et fait d'Heyden une société vraiment disruptive, avec notamment une tech disruptive pour les systèmes de chauffage et de climatisation bas carbone. Sinon plus, sinon moins. Alors, en fait, la technologie Axanta provient d'un programme de recherche de 3 ans qui a été mené avec le CES, le Centre d'efficacité énergétique des systèmes de Armin Mines ParisTech, avec le BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière, et avec l'École Polytechnique. Et au fond, on a mis en pratique, on a rendu disponible pour les acteurs du bâtiment ces technologies pour qu'ils puissent décarboner le bâtiment. Et notre alliance au sein d'Heyden, ça consiste justement à mettre autour de cette technologie des gens qui sont formés, qui sont compétents pour exploiter dans le temps et garantir la performance autour de cette technologie. Alors la technologie, elle est très simple, c'est on récupère la chaleur de l'été qui est facile à récupérer, on la récupère soit une chaleur gratuite dans le cadre de la chaleur fatale, dans la chaleur perdue des processus de climatisation qui aujourd'hui contribue à réchauffer les villes et c'est un vrai problème. Donc on va récupérer cette chaleur, on va la stocker pour pouvoir la déstocker et produire la chaleur en se substituant, la chaleur pour chauffer l'hiver, en se substituant au fioul et au gaz. Et à l'inverse, on va aller récupérer le froid de l'hiver, on va le stocker toute une saison pour aller soit rafraîchir les bâtiments, ce qui est assez moderne, et on sait qu'on va avoir besoin de plus en plus de rafraîchir les bâtiments avec le réchauffement climatique, ou d'améliorer les processus de climatisation qui existent en améliorant leur rendement thermodynamique. Pierre et Didier, vous savez ce qui va se passer maintenant ? Non, mais tu vas nous le dire. Eh ben, c'est l'instant du quiz. Ah, le Hugo, quiz. changement de décor. Quiz. Messieurs, quiz. Le premier qui répond, voilà, il n'y a pas de buzzer, mais vous répondez au plus rapidement possible et surtout, vous me donnez une bonne réponse. Question 1. Qu'est-ce qu'une analyse de cycle de vie
À quoi sert-elle et à quoi s'applique-t-elle? Alors, l'analyse du cycle de vie est une grande évolution. Maintenant, on est capable de mesurer les impacts en termes de pollution, et notamment d'émissions de CO2, d'un produit, de ce qu'on appelle du berceau à la tombe. C'est-à-dire le matériel, l'énergie, les dépenses énergétiques et de CO2 qu'on fait pour construire un produit, jusque à la phase de retraitement de ce produit quand il est périmé. Je rajouterais juste qu'on mesure aussi la consommation d'énergie et de matière qui va être utilisée, puisque ce sont maintenant des ressources rares. Très bonne réponse du duo. Duo 1. Pour l'instant, 1. Question 2, qui concerne la précarité énergétique. Petit a. Quelles sont les 2 grandes causes de la précarité énergétique en France? Clairement, la mauvaise isolation des bâtiments. Il y a 4,5 millions de mètres carrés qui sont mal isolés en France et qui ont l'étiquette F et G. Logement dégradé. J'ai pas grand-chose à rajouter parce que j'aurais dit la même chose. Mais ah là, c'est là où le duo vient de perdre son point. Mais au contraire, ça prouve qu'on a une convergence de vues extrêmement forte. Pas d'accord avec le duo infernal. La réponse était un revenu des ménages trop faible. Bien sûr. Ah oui ? Bien sûr, évidemment. Nous avons répondu en et la deuxième, un logement dégradé. Je suis désolé. 1 moins 1, 0. C'est dur. On va se rattraper. Toujours dans la question 2, petit b. En France, quel est le pourcentage des ménages économiquement faibles qui souffrent de la précarité énergétique? Alors, moi, je dirais au moins 30%. 30%. Moi, j'aurais dit un petit peu moins. J'aurais dit autour de 15%. Bravo. 14,9. Mais il a eu la réponse avant. Non. 14,9, source OpenExp. Voilà. En Finlande, c'est 2,3%. Ouais. Bon, en Finlande, il n'y a pas beaucoup de monde en même temps. Mais oui, c'est un pourcentage. C'est vrai. Alors là, on va dire 0,5 pour le duo. Non, mais c'est lui qui prend le point, là. Non, il n'y a pas photo. Ah oui, il prend le point. Ouais. Question 3. À qui attribue-t-on cette citation? L'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. Je répète, l'intelligence n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. Alors je dis à qui attribue-t-on cette citation, parce que c'est pas sûr, donc mais pour ça éventuellement. Vous pouvez pas nous donner une piste quand même là, parce que c'est une piste noire ou une piste verte? Voilà, nous indiquer un petit indice. Oui, bien sûr. Un homme, une femme. Oui, bien sûr. Ah, je ne sais pas. Non, bon, qu'importe. C'était Albert Einstein. J'ai... Alors, mais ça me permet de rebondir, Pierre et Didier. Cette citation peut-elle avoir une résonance chez Axinta et chez Haydn? Chez Axinta d'abord, sur, bien sûr, stocker des informations, c'est pas la capacité, mais de savoir où les trouver. Il est clair. Stocker, le stockage. Il est clair qu'au-delà, comment dirais-je, de la combinaison physique que j'ai décrite tout à l'heure avec le stockage pour être capable de diminuer la consommation énergétique, on utilise énormément d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour optimiser le système énergétique. Et l'intelligence artificielle, elle se nourrit des données qui nous permettent de caractériser l'état du bâtiment à un instant T. Donc c'est absolument clair que pour être capable d'optimiser heure par heure le système énergétique du bâtiment, nous avons besoin de récupérer des données, de les hiérarchiser et de en tirer la substantifique moelle pour pouvoir prendre des décisions d'optimiser. Tout ce que vous avez dit, messieurs, était très intéressant, mais malheureusement, le score, c'est 0,5 pour le duo. Ah ben non, là, on aurait dû avoir un point, là, c'était vachement bien. Hugo, on revient au décor encordé, s'il te plaît. Si la compétition trie, la collaboration crée. Il y a urgence à créer et à assembler les compétences. Il y a importance des complicités. Il y a de l'intelligence dans la rencontre d'un savoir-faire et d'un autre regard. Surtout si c'est pour accélérer la transition écologique des bâtiments. Bravo Haydn. Salut!